Le 10 novembre 1898, l'impératrice d'Autriche, mieux connue sous le nom de Sissi, est assassinée par un dénommé Luigi Lucchini. Arrêté juste après son crime, ce jeune Italien de 25 ans est condamné à la prison à vie. Après de nombreuses années d'incarcération, il commence l'écriture de ses mémoires. Quelque temps plus tard, Luigi Lucchini sera retrouvé mort, pendu dans un cachot de la prison. Dans sa cellule, on ne retrouvera aucune trace de son précieux témoignage. À force de remuer la poussière, un beau jour, je tombe sur 5 cahiers anciens. 5 cahiers écoliers, bleus. Jusque-là, rien de particulier, si ce n'est que chacun de ces cahiers porte sur sa couverture une étiquette imprimée qui annonce que ces cahiers appartiennent au greffe d'une prison, que ces cahiers sont intangibles, qu'on ne peut arracher aucune page, qu'on ne peut les prêter ni les modifier. Je me penche sur eux et je vois que, en plus de ces inscriptions, un nom figure sur la couverture de chacun d'eux. Louis Lucchini. C'est de Vienne que l'impératrice d'Autriche partira pour son dernier voyage en Suisse. Celle qui a fait les beaux jours du palais de la Hofburg, qui a suscité nombre de jalousies, qui fut critiquée pour ses frasques et admirée pour sa beauté, est devenue une femme habitée par la mélancolie. Trompée par son mari, ravagée par la douleur de la perte de ses proches, dont Rodolphe, son fils, et sa petite-fille Marie. Sissi a déserté la cour et ses obligations depuis bien longtemps déjà et ne s'encombre plus du carcan de l'étiquette. Malgré ses 60 ans, elle a su préserver l'image de sa jeunesse en interdisant toute représentation de sa personne au-delà de sa 30e année. L'impératrice pratique l'art de l'incognito en utilisant un pseudonyme lors de ses nombreux voyages à travers le monde. Préférant la discrétion, elle dissimule des regards indiscrets un visage marqué par les coups du destin. Sissi aime particulièrement les longues promenades au grand air et a prévu de passer quelque temps dans le décor calme du Mont Blanc, au bord du lac Léman. À Genève, le Gotha international se croise dans les hôtels de luxe, sans se soucier de l'agitation qui l'entoure. Ces privilégiés se promènent encore paisiblement sur les quais qui longent le lac. Non loin pourtant, une importante population à laquelle appartient Luigi Lucchini immigre en Suisse pour tenter d'échapper à la misère. Lucchini cherche du travail dans les nombreux chantiers de construction qui se développent à travers le pays. Ils vivent entre eux, ils vivent entassés. Souvent, on en trouve 7, 8, 10, 12 dans une seule chambre, n'est-ce pas? Il y a des enquêtes qui sont faites sur le logement à l'époque qui nous montrent les conditions déplorables dans lesquelles vivaient ces travailleurs italiens en Suisse. Comme le reste de ses compatriotes, Luigi Lucchini vit dans des conditions misérables. Exploité par les patrons, il rejoint avec un grand nombre des siens les organisations qui défendent les droits des travailleurs. Il adhère aux idées radicales du mouvement anarchiste, très bien implanté dans les milieux ouvriers, qui prônent l'action directe contre le patronat et les dirigeants. Il y a un milieu qui leur est particulièrement favorable, c'est ce milieu des ouvriers de l'émigration italienne, des ouvriers du bâtiment, qui, par leur mode de vie, justement, sont réfractaires aux autres types d'organisations syndicales traditionnelles ou bien politiques. Les anarchistes ont procédé essentiellement par la propagande, je dirais la propagande orale.
Bien sûr, ils ont répondu aussi des petites brochures, des tracts à l'occasion de certains événements, à l'occasion de grèves. Ils vont envisager même des manifestations beaucoup plus violentes, telles que des attentats, des crimes commis contre des officiers de police, par exemple, des préfets, et puis même, dans un certain nombre de cas, de chefs d'État. À son arrivée à Lausanne, Luigi Lucchini s'est installé dans une rue qui s'appelle la rue de la Mercerie. Se trouvait la pension de M. Pozzo. C'est toute une ambiance italienne qui était recréée sur place et Luigi Lucchini a pu immédiatement se retrouver dans un climat qui lui était familier et dans une ambiance qui était celle de sa patrie. Élisabeth d'Autriche est arrivée le 30 août 1898 dans notre canton et le sous-chef Girardet s'est rendu le matin à Concise, frontière du canton de Vaud, pour y attendre le train numéro 168 Bâle-Lausanne, train dans lequel se trouvait Sa Majesté l'impératrice d'Autriche et sa suite. Elle s'est arrêtée à Lausanne, où Sa Majesté est descendue de voiture pour profiter par une petite promenade des 25 minutes d'arrêt qu'elle avait avant son départ pour Territet. Et là, sous la direction de Charles Parizeau, 3 agents avaient été échelonnés pour assurer la sécurité de Sa Majesté l'impératrice. Après avoir subi l'influence de toutes ces mouvances anarchistes lausannoises, Lucchini s'est résolu un jour à acquérir une arme. Et après quelques hésitations, c'est un vulgaire tiers-point qu'il va acquérir. Et ce tiers-point, il va le faire affûter, il va le faire emmancher par un ami à lui qui s'appelle Martinelli. Et c'est cette arme qu'il va adopter d'une manière définitive dans son projet funeste qu'il avait déjà probablement formé. Le 5 septembre 1898, Luigi Lucchini quitte soudain Lausanne pour Genève. Décidé à éliminer un grand de ce monde, il part à la recherche d'une tête couronnée ou d'un haut dignitaire de passage. Ses recherches à Genève sont infructueuses. Il décide alors de traverser le lac pour tenter de trouver à Évian une victime à la hauteur de son geste. Sissi avait accepté une invitation à déjeuner de la part de la baronne Julie de Rothschild. Elle s'est rendue donc à Genève depuis Territet par le bateau. Et tout de suite, elle s'est rendue en calèche au château de Prunier, où elle a déjeuné. Elle a passé un très très bon moment à visiter les serres qui sont magnifiques. Et elle a passé une bonne partie de l'après-midi. N'ayant découvert à Évian personne digne d'être tué, Luigi Lucchini retourne à Genève. C'est là qu'il apprend la présence de l'impératrice Sissi qui séjourne à l'hôtel Beau-Rivage. Ayant trouvé sa victime, Lucchini n'a plus qu'à passer à l'acte. L'impératrice s'est levée de bon matin, elle a pris son petit déjeuner, elle a mangé de bon appétit, disait-on, et pour pouvoir partir tout de suite en promenade en ville. Elle est restée dans le quartier des Paquis et du Mont-Blanc. La présence à Genève de l'impératrice Élisabeth d'Autriche fut révélée par les journaux, plus exactement par la Tribune de Genève, le 10 septembre 1898 vers 10h du matin, autrement dit le jour même du crime. La comtesse Zaraï, elle, n'était pas très à l'aise en cette matinée du 10 septembre parce que, sur ordre impérial, toute l'escorte policière a été supprimée, tout le personnel de la suite a été renvoyé, y compris M. Madère, le contrôleur du train impérial. Les bagages sont déjà partis, autrement dit, Sissi est seule avec une dame d'honneur. Luigi Lucchini fait le guet à côté de l'hôtel Beau-Rivage et attend sa victime. Le simple fait de s'être posté sur le quai pendant plusieurs heures et d'avoir observé les allées et venues du personnel de l'impératrice, autrement dit de ceux qui portent ses bagages et qui vont les remettre sur le bateau,
lui ont sans doute laissé supposer qu'Élisabeth allait reprendre ce même bateau. Elle est rentrée à l'hôtel pour très peu de temps, en fait, juste pour se préparer, mais elle musardait encore. On a l'impression qu'elle s'accrochait à un moment qui serait le dernier. Et il semblerait qu'elle a passé beaucoup de temps à contempler le lac Léman. Et la comtesse Sarré a dû taper à sa porte pour la rappeler aux réalités. Il est 13h30. Vite, vite, votre majesté, hâtons-nous, nous ne pouvons pas manquer le bateau. Elle hâte le pas. Sur le jardin Brunswick, elle passe sur le quai du Mont-Blanc, qui est à peu de choses près ce qu'il est aujourd'hui, sinon que la vue est plus dégagée. Attentif à tout mouvement venant du beau rivage, Lucchesi peut observer les deux femmes sortir de l'hôtel. Il y a peu de monde, mais quelques témoins précieux sont là, notamment des cochers de fiacre. Accoudé à la balustrade qui longe le quai, Luigi Lucchesi s'est posté sur le chemin de l'impératrice. Les deux femmes arrivent en direction du bateau et aperçoivent un homme qui titube. Elles essayent de s'écarter de son passage. Il se précipite sur l'impératrice d'Autriche et la poignarde. Sissi tombe à terre. En tentant de s'enfuir, Luigi Lucchesi se fait arrêter à 500 mètres du lieu de son crime. L'impératrice, mortellement blessée, est ramenée d'urgence à l'hôtel Beau-Rivage où elle expire quelques heures plus tard. L'émotion et la stupeur se propagent parmi les habitants. Une foule consternée se masse devant le parvis de l'hôtel. La nouvelle fait le tour du monde. Les éditions spéciales se multiplient. Les gouvernements de toutes les nations manifestent leur indignation. Le jour des obsèques, tous les magasins étaient fermés, les cloches sonnaient le tocsin et aucun bateau ne circulait sur le lac. Il y avait donc un choc qui, à mon avis, est resté un traumatisme extrêmement fort. C'est la honte helvétique, il y a eu là un deuil helvétique. Quand on regarde la cérémonie funèbre qui a accompagné la dépouille de Sissi jusqu'à son expédition, on voit à quel point il y a eu comme ça un deuil. Il y a eu une espèce de non pas d'humiliation, mais de gêne que ce meurtre se soit passé ici. Mais il ne faut pas oublier que là derrière, c'était l'autre inquiétude qui arrivait. Ce Lucchesi, ce fou de Lucchesi, qui était-il? Est-ce qu'il représentait la grande menace politique? On avait senti les retentissements d'une classe ouvrière internationale qui se préparait. Alors, est-ce que Lucchesi faisait partie de ces dangers? 2 mois après son arrestation, à Genève, où la peine de mort a été abolie, on s'apprête à juger l'assassin qui s'était réclamé de l'anarchie. La Suisse, humiliée par ce crime jugé odieux, fera tout pour offrir au monde un procès exemplaire. Nous sommes le 10 novembre 1898, autrement dit le jour qui a été fixé pour le procès d'assises de Luigi Lucchesi. Pour bien comprendre à quel point ce procès fut court, pour comprendre à quel point il fut mené au pas de charge et qu'en définitive on est forcément passé à côté de beaucoup de vérités, il suffit de constater qu'il a débuté à 9h10 et qu'à 18h20, les débats étaient clos. La foule est entrée dans la salle à 8h30, mais la cour elle-même a fait son apparition à 9h10. Monsieur Burgy, président, suivi de ses 2 assesseurs, et le procès pouvait commencer. C'est à ce moment-là qu'on a introduit Luigi Lucchesi, et cette première apparition a été très surprenante, car on n'a pas du tout eu l'impression de se trouver devant un justiciable. Son allure était tellement dégagée, il était tellement détendu, tellement souriant,
il a l'air euphorique, à la fois euphorique et absent. Si bien qu'au début de l'acte d'accusation, comme quelqu'un qui émerge d'un long sommeil, il s'est adressé à la foule et a dit en italien « Allez-y, je m'en fiche ». Le début du procès se basera essentiellement sur l'enquête lausannoise menée dans les milieux anarchistes fréquentés par Luigi Lucchini. Elle tentera de déterminer les complicités éventuelles dont il aurait pu bénéficier pour accomplir son crime. On a cherché à voir du côté de Lausanne, car Lausanne a été le cadre de son instruction anarchiste. Bien entendu qu'à la suite de l'assassinat, la police centrale de Genève nous a adressé une demande de renseignement sur Lucchini. Est-ce qu'il avait peut-être des complices qui l'ont poussé à commettre cet assassinat? Lucchini partageait sa chambre avec un nommé Martinelli. Lui était connu comme anarchiste. Et des renseignements étaient cherchés parce que, sauf erreur, on soupçonnait le compagnon de chambre de Lucchini d'être éventuellement complice dans l'assassinat de l'impératrice d'Autriche. En tout cas, Martinelli était menuisier et on pense que c'est lui qui a confectionné le manche qui a permis de confectionner l'arme du crime. Le tenancier de la pension, M. Pozzo, est entendu et il parle de Lucchini qui a toujours été un individu tranquille à la pension, qu'il n'a jamais fait de propagande anarchiste et l'acte qu'il a commis l'a grandement étonné. On a interrogé tous ces Italiens qui, eux, étaient soit anarchisants, soit franchement anarchistes. Et de tous ces interrogatoires, rien de vraiment patent n'a pu sortir. On a arrêté certains de ces individus persuadés qu'on était de pouvoir démontrer leur complicité, mais assez rapidement, aucune preuve ne venant étayer ce genre d'affirmation, on a dû les relâcher. On est en train de scruter avec avidité la figure et le crâne des criminels pour savoir si la figure de la figure ne serait pas porteuse de signes qui permettraient de déceler le criminel type. Dans ce sens, il y a comme ça des archives infinies à travers toutes les prisons occidentales sur la photo du criminel, le visage du criminel qu'on va ausculter au procès pour savoir si son corps et son visage ne seraient pas porteurs de son crime. L'arrivée de Cesare Lombroso au procès de Luigi Lucchini a toutes les chances de favoriser la théorie du tueur né. Cesare Lombroso est, si vous voulez, le personnage le plus connu de la criminologie. Il a fondé l'anthropologie criminelle. Il a écrit 22 ans auparavant un livre qui va devenir célèbre dans l'Europe entière, qui était L'Uomo Delinquente, qui était traduit en français par L'Homme criminel. Et il s'est surtout fait connaître. Et l'histoire, un peu injustement d'ailleurs, et un peu caricaturalement, a retenu de lui que cette notion de criminel né, qui était fondée sur l'idée de l'atavisme, c'est-à-dire que le criminel serait en quelque sorte quelqu'un chez qui seraient réapparus des traits primitifs de l'espèce humaine et de l'espèce animale. Il était mandaté par la justice genevoise pour mener une enquête approfondie aussi bien en France qu'en Italie afin de déterminer quelle a été la vie de Lucchini avant qu'il ne décide d'assassiner l'impératrice d'Autriche. Cesare Lombroso tentait, à travers la théorie du tueur né, de démontrer la prédestination d'un assassin à commettre son crime. Cette théorie, si la Cour en avait tenu compte, aurait nettement amoindri la responsabilité de Lucchini. La Cour ne s'intéressera donc qu'à l'enquête menée par l'anthropologue sur la vie passée du jeune assassin. Il en ressort de cette enquête que Luigi Lucchini a vécu une enfance fruste, certes, mais entourée d'affection, et qu'en définitive, c'est certainement pas dans cette direction-là qu'on peut trouver les réponses qui intéressent
les juges de l'assassin Luigi Lucchini, et que c'est certainement pas au sein de cette enfance qu'on trouvera les véritables raisons qui auraient poussé par la suite l'assassin à commettre son acte. Vers la fin du procès, pendant son interrogatoire, on demande à Luigi Lucchini pourquoi il a assassiné l'impératrice d'Autriche. Contrairement aux théories anarchistes qu'il a clamées jusque-là, Lucchini dira simplement avoir voulu venger sa vie. Le procès s'achève par le procureur général Georges Navazza, qui lance un réquisitoire sans appel. Que demain à Genève, ce soit aussi la tombe qui se referme lourdement sur les pas de l'assassin lorsqu'il aura franchi le seuil de notre prison pénitentiaire. Qu'il soit voué à l'éternel oubli, que tel soit son châtiment. Nous, messieurs, nous conserverons fidèlement l'impérissable souvenir de l'impératrice martyre et nous demanderons au temps d'effacer de notre beau quai du Mont Blanc le stigmate du forfait de Lucchini. Condamné à perpétuité à l'âge de 25 ans, Luigi Lucchini est transféré à la prison de l'Évêché. Sous bonne escorte, le détenu qui portera le numéro 95 est emmené jusqu'à sa cellule pour purger une peine le réduisant à l'éternel silence. Les journaux lui inventeront des révoltes, un comportement animal et même l'assassinat d'un gardien. On fera le portrait d'un homme enchaîné au mur de sa cellule, tel une bête sauvage. En réalité, les premiers mois, il sera isolé pour des raisons de sécurité. Puis il accède aux travaux manuels. Mais pendant les 2 premières années, Luigi Lucchini se montre difficile. Progressivement, il finit par trouver sa place dans le milieu carcéral. Un peu plus tard, il découvrira la lecture. Un nouvel univers s'ouvre à lui. Il peut enfin s'instruire et combler un esprit agité. Ce n'est qu'après plusieurs années d'isolement que Luigi Lucchini se décide à écrire ce qui reste aujourd'hui un témoignage unique dans l'histoire. L'histoire d'un enfant abandonné, devenu un assassin. 9 années se sont écoulées depuis le début de son incarcération. À force de lire énormément de livres, il a finalement appris le français suffisamment correctement pour pouvoir écrire dans cette langue pratiquement sans faute. Il prend la plume pour un ouvrage qu'il a voulu intituler d'une manière générale « Histoire d'un enfant abandonné à la fin du XIXe siècle raconté par lui-même ». Je t'offre ici l'histoire de ma vie. Je ne doute pas que, vu son originalité, sa lecture t'inclinera à n'y voir que des mensonges. Ne crois pas toutefois que je veuille te convier à reconnaître ton erreur. C'est une peine que je ne veux pas prendre. Si tu me demandes quel est le but que je me suis proposé en écrivant ma biographie, je te répondrai que ces buts sont nombreux, mais que parmi ce nombre, c'est en vain que tu y chercheras celui que tu prévois, à savoir celui de faire appel à ta clémence, en admettant que tu en aies. Que si mon dire t'étonne, je te préviens que ton étonnement s'affaiblira à la lecture de cette véridique histoire. Ce n'est qu'en écrivant lui-même ses mémoires qu'il allait pouvoir expliquer au monde réellement qui il était, quelle était sa véritable personnalité et la raison pour laquelle sa vie se sera orientée dans le sens d'une révolte qui ne pouvait que déboucher sur un accomplissement sanglant.
La première chose qui m'a frappé, c'est l'extrême sensibilité du sujet, c'est la qualité de son écriture et c'est son intelligence. Je pense que c'était un homme d'une intelligence exceptionnelle. Ma mère est originaire d'Albareto, petit village formant une des communes de la province de Parme, arrondissement de Borgotaro. Ce village, que je connais pour m'y être arrêté une nuit, en me rendant de Parme à Genève, est situé sur une des plus hautes montagnes appartenant à cette province. Lacchini, casa Lacchini. Lacchini, sì, noi Però la mamma casa si chiamava casa Lacchini, però hanno cambiato, in Francia avevano cambiato da Lacchini a Lucchini, com'è? Però qui è proprio casa Lacchini, la casa è stata cambiata, perché la casa dove abita mia mamma è stata fatta nel 1920, però è stata fatta sul terreno dove abitava quella signora lì, suo papà era un mugnaio. La figlia andava per donna di servizio con dei gente di Parma. Che abitavano su a Folta, che si chiamavano Brandini. Brandini. E ha avuto il bambino con un signorotto, e allora lui l'ha mandata via a avere il bambino, non averlo qui, ma era andata a Parigi, mi sembra. C'est à Paris que la pauvre Louise, au milieu de l'étonnement de tout ce qu'elle voyait autour d'elle, a déposé enfin son fardeau. Ce fardeau qui venait de lui coûter si cher. Lorsque Louise Lucchini arrive à Paris le 22 octobre 1872, elle est dans une position très inconfortable. Elle ne parle pas français, elle est analphabète, elle est sans ressources, elle ne connaît personne dans cette grande ville. On imagine mal comment, enceinte de 3 mois qu'elle est, comment elle pourrait envisager le reste de sa grossesse dans des conditions acceptables. Louise Lucchini se présente le 22 avril 1873 à l'hôpital Saint-Antoine pour y accoucher. Et ce n'est qu'une semaine plus tard, autrement dit le 1er mai, que Louise Lucchini prend la décision d'abandonner son enfant. J'ignore, ô très chère mère, si tu es encore vivante, ou si les dieux t'auront fait grâce de t'appeler à eux, avant que les pressentiments que tu avais sur l'avenir de ton fils eussent reçu leur réalisation. Je suis pourtant enclin, connaissant l'inclémence de ces tyrans, à te croire encore en vie. Ô mère, en ce cas, éloigne de toi l'idée que ton fils, parce qu'il est privé de soleil, est à maudire celle qu'il a portée en son sein. Après 16 mois de prise en charge française, une formalité d'usage, prévoit le renvoi du petit Luigi Lucchini à Parme, à la suite d'une demande officielle de l'administration italienne. C'est à partir de ma 6e année que je commence le récit de mes souvenirs. Je me trouvais à cet âge chez les époux Monici. Ils habitaient dans la ville de Parme. Ma vie chez eux n'a rien qui puisse me permettre de les blâmer, au contraire. Du peu que je me souviens, ils m'aimaient comme si j'eusse été, et comme je le croyais être, un de leurs propres fils. Le jour de ses 8 ans, le destin du petit Luigi bascule. Les époux Monici, n'ayant probablement plus les moyens de le prendre en charge, sont obligés de le ramener à l'hospice, qui l'accueille à nouveau. Certes, j'étais jeune, mais il m'était facile de deviner qu'une fois entré dans cette grande maison, les Monici, qui jusqu'alors avaient répondu à mes appels de père et de mère, ne seraient plus là pour me répondre. Normalmente una famiglia disposta a ospitare un ragazzo. En général, une famille prête à héberger un garçon s'adressait à la direction de l'orphelinat et elle déclarait ses conditions de vie. Par exemple, si une femme avait un enfant et qu'elle avait du lait, elle se présentait comme nourrice et elle prenait un enfant au hasard. Sinon, on pouvait préférer un garçon de 10 ou 12 ans pour lui confier la garde des vaches ou des chèvres. Dicendo, gli affideremo la cura degli animali, delle mucche, delle capre, ok? Ecco. Le 21 mars à midi, je recevais du surveillant cet ordre. Lucchini, prenez avec vous vos livres. Je restais comme foudroyé, car j'étais presque certain que cet ordre devait signifier mon congé de l'hospice.
Mes compagnons crurent sans doute me faire plaisir en me disant « Tu as de la chance, Parisien, car à partir d'aujourd'hui, tu vas vivre avec les bourgeois. » Voilà ce qu'ils me criaient. Ce bourgeois, d'une taille très en dessous de la moyenne, portait une barbe jaunâtre et longue comme celle des vieux moines. Jamais peigne n'avait dû passer sur elle. Le peu que je pouvais voir de son visage décharné était d'une couleur cadavéreuse. Il tenait dans une de ses mains un vieux chapeau crasseux et difforme, qu'un mendiant même aurait refusé de s'en couvrir. L'ha conosciuto bene mio padre. Mon père a bien connu ce Lucchini. Ils allaient à l'école ensemble. Comme je vous disais, mon père est né en 1876 et la personne dont nous parlons, Lucchini, est née en 1873. Ils n'avaient donc que 3 ans de différence, tous les deux. Ce Lucchini, d'après ce que mon père m'a dit, est arrivé à Varano à environ 7 ou 8 ans. Il s'est fait héberger par la famille Nicasi, d'ici, de Varano de Melegari. Je crois qu'il a été adopté par ces Nicasi. Credo fosse stato adottato questi Nicasi, insomma. Je voyais Nicasi qui étendait sur le sol, l'un sur l'autre, 2 sacs à chiffon. Ayant décroché du mur un vieux paletot, il me dit en me montrant les 2 sacs, « Pour cette nuit, tu coucheras ici. » Couché sur ce lit d'un nouveau genre, je pensais à celui qui à l'hospice m'attendait, et aussi à mes compagnons, qui sans doute devaient en ce moment s'entretenir sur ma chance. La misère était généralisée. La famille Nicasi était probablement une des familles les plus pauvres du village. Vous pouvez imaginer le niveau de misère dans lequel ils vivaient. Je ne crois pas que l'administration de l'orphelinat avait, comment dirais-je, un seuil de pauvreté en dessous duquel il n'aurait pas permis à une famille d'héberger un gamin. Dans le règlement de l'orphelinat, on ne le dit pas, sinon de manière générale, les enfants doivent être confiés à des familles qui peuvent les héberger dans des conditions normales. Arrivé à l'âge de 12 ans, si l'enfant sait lire et écrire, ceux qui l'ont élevé reçoivent une prime de 100 francs. Pour recevoir cette prime, Nicasi contre sa volonté sans doute, c'était mon uniforme de l'hospice qui m'attirait de la part de tous les autres écoliers, toutes sortes de vilainies. Il ne se contentait pas seulement... Mes souffrances furent encore aggravées à partir du jour où un écolier, celui qui était placé derrière moi, vit des poux marcher sur le col de mon uniforme. Il en donna soudain l'alarme. Ensuite, il m'expliqua les services que je devais faire pour que le fermier me permît de venir coucher toutes les nuits dans l'écurie. Je devais récurer celle-ci tous les matins. C'est grâce à ce petit traité accepté par le métayer que Nicasi a pu héberger l'enfant que la société lui avait confié. Alors que Lucchini est en plein travail de rédaction de ses mémoires, le 1er janvier 1908, un événement important intervient à la prison de l'évêché, autrement dit la passation des pouvoirs à la direction. Dès sa prise de fonction, Jean Fernet, le nouveau directeur de la prison, pénètre dans la cellule de Luigi Lucchini, accompagné de 4 gardiens, et lui dit « Je succède à monsieur Alexandre Perrin. Je n'ai ni sa patience, ni sa sensibilité. Jusqu'ici, vous avez été gâtés. On a été indulgents avec vous. Cette période est finie. Je suis chargé de vous mater, moi. » Je passais mes vacances à recueillir des fientes et des crottins sur les routes. Tous les matins, pour devenir maître d'un carreau de polenta, je devais présenter à mon papa et à ma maman. Tous les mois, Nicasi vendait à un riche propriétaire du village le tas de fumier que j'avais accumulé devant le taudis. À la Saint-Martin de cette même année, venait habiter dans ce village, et justement dans ce hameau, un mendiant aveugle. Je devais être journellement à la disposition de ce dernier, le conduire mendier dans les villages environnants et dans les fermes isolées. Outre ce service, je devais accomplir un nombre infini de corvées qui me laissaient à partir de 4 à 5 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir, pas un moment pour me reposer. Il me la faisait payer cher, la maigre nourriture qu'il me donnait. Pour certaines familles, on peut dire qu'héberger un enfant de l'orphelinat représentait un revenu
Et dans certains cas, dans le cas de familles très pauvres, un revenu d'autant plus apprécié qu'il était payé en argent et non en nature. À Varano de Melegari, il s'agit bien évidemment d'une famille pauvre qui profite de l'opportunité offerte par l'orphelinat pour en tirer un bénéfice. Pratiquement tous les orphelinats essayaient évidemment de contrôler la bonne marche des choses, de connaître la famille auprès de laquelle était placé l'enfant et de vérifier ses conditions de vie. Du moins, c'étaient les termes du règlement. Je pense que cette vérification n'était appliquée ni fréquemment ni régulièrement. Non fosse fatta né frequentemente né regolarmente. Directeur indigne, avez-vous vu maintenant ce qu'a produit votre négligence? Comment eûtes-vous l'audace, le jour où vous avez appris que le régicide avait été votre pensionnaire, de vous empresser d'informer le préfet de Parme que vous aviez confié l'enfance de l'assassin à une famille honorable? À l'époque du meurtre de l'impératrice d'Autriche, les envoyés des journaux sont venus ici, dans le village, pour rassembler des informations. J'ai laissé dans l'école de ce village un souvenir qui, après mon crime, a été jugé par certains journalistes à court de nouvelles comme étant en rapport avec mon coup de poignard. En lançant mon bonnet à visière en l'air, j'avais cassé involontairement la vitre placée devant le portrait de Sa Majesté Umberto Ier. Il n'en fallait pas davantage à ces bons juges pour affirmer que j'étais déjà à cette époque-là l'ennemi des rois. Mon père m'a raconté que Lucchesi avait lancé son chapeau contre le verre qui recouvrait le tableau du roi d'Italie et il l'a cassé. Plus tard, cet événement a été interprété comme un précédent important dans sa formation. Mais d'après ce que mon père m'a dit, non, c'était juste un accident. Il avait lancé son chapeau et le chapeau avait cassé le tableau du roi. À ma 14e année, je devais apprendre encore 2 mots concernant mes parents. 2 mots que depuis j'ai toujours révérés. Et je les révérerai toujours. Le nom et le prénom de ma malheureuse mère, Lucchesi Louise. Ce fut un moment de bonheur qui m'apprenait que moi aussi, j'avais une mère vraie cette fois, car des fausses, j'en avais déjà eu assez. Dans l'enceinte de l'évêché, le directeur Jean Fernet pousse les gardiens à durcir leur rapport avec les prisonniers. Il met en place un nouveau règlement où il s'agit de rétablir une véritable hiérarchie à l'intérieur de la prison. Et dans cette hiérarchie, le prisonnier doit définitivement être considéré comme un inférieur. La tension monte entre les détenus et les gardiens. Ces derniers, estimant leur travail trop éprouvant, demandent et obtiennent en compensation une barrique de vin renouvelable à volonté, qu'ils consomment sans retenue. La plupart du temps, les gardiens sont en état d'ébriété. Les choses vont se gâter pour Lucchesi, pour tout le monde, mais surtout pour Lucchesi, car on s'apercevra rapidement que Lucchesi va devenir, ni plus ni moins, leur bête noire. Malgré l'ambiance qui se dégrade au sein de la prison, rien ne détourne Luigi Lucchesi de son travail d'écriture. Depuis 2 ou 3 mois, il ne me passait jamais un jour sans que je méditasse sur un projet que je tenais beaucoup à exécuter. Je partis en emportant avec moi toute ma fortune, c'est-à-dire les pauvres habits que j'avais sur moi. Ce fut armé de cette manière, à l'âge de 14 ans moins 1 mois, que j'allais à l'aventure courir les chemins du monde. Il vivait dans des conditions économiques vraiment désespérées. Il se peut que cela ait conditionné par la suite sa façon de penser. Ce garçon a été abandonné par sa mère, puis je crois il a été hébergé dans des orphelinats en France, et ensuite confié à cette famille où il a vécu dans la misère. Ce n'était pas la faute de cette famille.
Il y avait la misère et c'était tout. Mais tout cela, bien sûr, ne sert pas à créer un bon départ dans la vie. Puis il est parti de Varano et le village n'a plus entendu parler de lui. È andato via da Varano e quindi il paese non ne sapeva più niente. On pourrait, selon sa sensibilité, penser que tel ou tel moment de son existence a été une bascule plus importante et plus définitive que d'autres. Or, tout ce qu'il nous rapporte est une cascade de carences, de blessures, de déceptions, d'effondrements, de catastrophes, auxquelles l'enfant a très longtemps fait face avec des capacités d'adaptation tout à fait étonnantes. Ça n'est qu'à l'âge de 14 ans qu'il s'en va tout seul, en quelque sorte, pour trouver sa place dans le monde. Après son départ de Varano de Melegari, Luigi Lucchini vit de petits travaux. Il se déplace au gré des opportunités et traverse ainsi l'Europe jusqu'en Hongrie. Lassé par des années d'une existence précaire, il parvient à faire son service militaire et rejoint l'armée italienne. Luigi Lucchini, à partir de 1894, va endosser l'uniforme pour une période de 3 ans et demi. Pour quelqu'un qui n'avait pas sa place dans la société, de se retrouver avec un uniforme sur les dos pouvait être une solution. On a l'impression, quand on le lit ou quand on lit l'énoncé de son parcours, que Lucchini, en effet, se sentait rassuré, stabilisé, contenu dans un certain nombre d'institutions dans lesquelles il avait rang en quelque sorte de semblable avec des sujets qui étaient ses propres frères. Lorsque Lucchini parle de l'hospice, lorsqu'il parle de l'armée, il n'en parle pas du tout en des termes négatifs. On a l'impression que c'est extrêmement important pour lui de se retrouver dans une espèce d'institution un petit peu, si vous voulez, comme une famille. Lorsque Luigi Lucchini s'apprêtait à quitter l'armée, il avait grand espoir de pouvoir finalement s'intégrer dans la société. Un usage était en vigueur dans l'armée italienne, un usage qui voulait que chaque militaire, sur le point d'abandonner l'uniforme, avait la possibilité de postuler pour un poste dans l'administration. Ce qu'il a fait, bien évidemment, à deux reprises. À deux reprises, on lui a dit non. Et pour lui, ça a été une humiliation formidable, parce que son rêve aurait été de devenir gardien de prison. Une nouvelle fois abandonné par la société, Luigi Lucchini est replongé dans le monde précaire auquel il pensait avoir échappé. En manque de repères, il reprend la route qui finit par le mener en Suisse. Cette espèce de tragique errance qui précède le crime, peut-être que sa signification profonde, c'est ça. Lui, il évoque l'abîme. Au fond, il n'a plus rien à quoi se raccrocher, il n'a plus aucune valeur symbolique, il n'a plus aucune identité, il ne lui reste plus que la fuite en avant dans cette espèce de passage à l'acte, dans un moment d'exaltation et dans un moment où se mêlent les sentiments grandioses et des aspirations suicidaires. Luigi Lucchini reprend le travail dans les chantiers qui lui offrent un maigre salaire. Les injustices sont flagrantes, l'anarchie gronde. Lucchini, déjà révolté, adopte cette cause. Lucchini a rencontré, à un moment de sa désespérance, de son parcours, de sa fuite en avant, il a rencontré l'anarchie. L'anarchie a donné une résonance, elle a donné en quelque sorte une matrice, elle a donné des idées collectives partagées à sa propre révolte interne. Donc l'anarchie joue un rôle. En même temps, ça n'est pas quelqu'un qui cultivait des idées anarchistes depuis longtemps et qui va les garder après son acte longtemps. Pas du tout. L'anarchie a joué un rôle, mais probablement un rôle, je dirais, de rencontre entre un homme et un moment donné de l'histoire. Après son crime et des années de prison qui l'ont transformé, Luigi Lucchini éprouve pour de nombreuses raisons le besoin de revenir sur son passé, en écrivant l'histoire de sa vie. Je crois qu'on ne comprendrait rien au texte de Lucchini
si on ne percevait pas à quel point cela a été pour lui l'occasion d'une réhumanisation. Il y a là un processus, si vous voulez, de reconstruction qui, on pourrait dire, si on voulait absolument, une sorte de processus autothérapeutique, mais qui est manifestement vital pour lui. À la prison de l'Évêché, la situation se dégrade chaque jour un peu plus. Le moindre écart des détenus est une occasion supplémentaire pour une punition au cachot. Luigi Lucchini inscrit dans son dernier cahier le titre annonçant la suite de ses mémoires. Alors qu'il s'apprête à continuer son récit, un événement l'arrête soudainement dans son travail. Luigi Lucchini n'écrira jamais plus une ligne. Lucchini entre dans une révolte extraordinaire. Lui qui a été parfaitement calme pendant ces longues années, il devient fou furieux. C'est à ce moment-là qu'il casse tout dans sa cellule et qu'il jette même tout ce qu'il peut jeter par la fenêtre avec la plus grande violence. Ces séjours au cachot vont se répéter et dans des conditions très dures, et ça ne contribuera absolument pas à calmer Lucchini. À plusieurs reprises, le directeur Jean Fernet écrira ne pas comprendre les excès de son prisonnier, parlant d'un comportement inexpliqué. Le gardien Lay et le gardien-chef Despierrat écrivent au directeur de la prison pour dénoncer officiellement le comportement intolérable de Luigi Lucchini. Ce dernier les traiterait constamment de voleurs, de menteurs et les insulterait sans raison. Ils insinuent qu'il n'est pas sain d'esprit. Ce n'est qu'après de nombreuses plaintes de Luigi Lucchini que le directeur Jean Fernet finit par consigner dans le registre de la prison cette note qui explique sa terrible révolte. Luigi Lucchini se plaint de ce que 4 ou 5 cahiers ont été égarés pendant sa punition. Le gardien Lay et le chef Despierrat déclarent n'avoir pas vu ces cahiers. J'ai insisté, ces cahiers n'ont pas été retrouvés. C'est par cette note anodine que le directeur tentera de minimiser le vol des mémoires de Luigi Lucchini. Jean Fernet se sentait menacé, il a donné des instructions très précises à tout le personnel pour qu'on évite de les faire se croiser dans les couloirs. Physiquement, il avait peur d'être agressé ou d'être carrément tué par Lucchini. Le directeur Jean Fernet fera une demande au juge Léché pour faire interner Luigi Lucchini dans un hôpital psychiatrique et joindra à son courrier les plaintes de ses 2 gardiens. Demande refusée par le magistrat, estimant Luigi Lucchini parfaitement sain de corps et d'esprit. On peut comprendre l'effondrement, la catastrophe, le ravalement qui ont été vécus par lui lorsqu'on lui a interdit. Non seulement cette écriture, mais cet accès à l'humanité, cet accès à la dignité, ce mouvement processuel qui était permis par l'écriture de ses mémoires. Nous sommes le 16 octobre 1910, le jour où Lucchini pénètre pour la Xème fois au cachot. 2 jours plus tard, au milieu de l'après-midi, les gardiens l'entendent rire puis chanter. Vers 18h, il se manifeste en poussant un grand cri. Puis c'est à nouveau le calme. À 19h, on vient pour le ramener en cellule. En ouvrant la porte du cachot numéro 53, on découvre Luigi Lucchini inanimé, pendu à sa ceinture. Le docteur Louis Maigevant pratiquera l'autopsie sur Luigi Lucchini. La tête du célèbre assassin sera ensuite détachée du reste de son corps et déposée dans un bocal rempli de formol. D'abord exposée au début du siècle comme une curiosité à l'Institut de médecine légale de Genève, ce n'est qu'à la fermeture du bâtiment en 1986 que la tête de Luigi Lucchini finira par embarrasser les autorités suisses qui décident de s'en séparer. Ce sera finalement l'Autriche qui en héritera sous la condition écrite qu'elle ne sera jamais plus montrée. Aujourd'hui encore, la tête de Luigi Lucchini est conservée à l'abri des regards dans l'une des nombreuses salles du Narrenturm à Vienne. La réapparition des mémoires de Luigi Lucchini
a lieu en 1938. Le père de Santo Capon, acquéreur de documents anciens, se voit proposer 5 cahiers et un almanach ayant appartenu au célèbre assassin. La femme qui propose ce marché dit tenir les cahiers de son père, ancien gardien-chef de la prison. Monsieur Nissim Capon, probablement effrayé par le poids de tels documents à l'époque, préfère les laisser dormir au fond d'un placard, jusqu'au jour où son fils les découvre. Un beau jour, je me trouve chez mon père, au milieu d'une montagne de vieux papiers, d'archives, de documents anciens. Le fait que je sois à ses côtés l'incite à me demander de l'aide. Et à force de remuer la poussière, je tombe sur 5 cahiers anciens. 5 cahiers écoliers, bleus. Jusque-là, rien de particulier, si ce n'est que chacun de ces cahiers porte sur sa couverture une étiquette imprimée qui annonce que ces cahiers appartiennent au greffe d'une prison, que ces cahiers sont intangibles, qu'on ne peut arracher. La redécouverte des mémoires de Luigi Lucchini a permis de retracer le parcours d'un enfant devenu un assassin, d'un homme qui avait uni son destin à l'un des plus grands mythes de son époque, d'un criminel condamné à l'oubli éternel, dont on avait tout fait pour effacer l'histoire.